Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à cœur ouvert. C'est vraiment la série de vidéos que je préfère sur ma chaîne. Je peux vous parler à cœur ouvert de différents sujets, que ce soit seul ou avec un invité. Et aujourd'hui, je suis toute seule. Et je vais vous parler d'un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très longtemps et qui, je pense, nous touche tous d'une manière ou d'une autre. C'est l'impact que Instagram et les réseaux sociaux d'ordre plus général ont eu sur moi cette année et peuvent avoir sur nous. C'est quelque chose que je voulais vraiment vous parler parce que je pense que mon année, elle n'aurait pas été pareille s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, que ce soit positivement et négativement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que je sois honnête avec vous sur tout ce qui s'est passé pour moi cette année. Pour commencer, j'ai envie de faire une petite rétrospective de mon année. Donc si tu me connais pas, moi c'est Mathilde. Et le 5 septembre 2023, donc il y a presque un an, je suis partie pour mon tour du monde et en même temps je me suis lancée en tant que créatrice de contenu sur Instagram et sur YouTube. Il faut savoir qu'avant je n'avais pas du tout de compte sur les réseaux sociaux, enfin si, mais en spectatrice. Je postais sur Instagram comme une personne normale. Je postais des photos de temps en temps, mais ça n'avait pas du tout pour but de construire une communauté. Et donc du coup, en août dernier, je me suis lancée sur ces deux plateformes. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur Internet. Depuis que j'ai 13 ans, faire des vidéos, c'est ma passion. Depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai eu la caméra dans les mains ou alors la caméra arrivait sur moi. J'ai plein de vidéos de quand j'étais petite. La caméra a toujours fait partie de ma vie et très très tôt, je pense dans les années 2011, j'ai commencé à consommer beaucoup de YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos de Enjoy Phoenix et puis plein d'autres créatrices de contenu. C'était surtout des YouTubeuses beauté à l'époque que je regardais. Et tout de suite, j'ai eu envie de le faire aussi, mais j'avais beaucoup trop peur de subir du harcèlement par rapport à ça. J'avais beaucoup trop peur que les gens de mon école tombent dessus. Donc je ne l'ai jamais fait et j'ai essayé quelques fois de le faire, mais à chaque fois que je mettais une vidéo en public sur YouTube, je la laissais très peu de temps parce qu'en fait, j'avais peur qu'on se moque de moi, donc je supprimais directement. Et au final, je me suis jamais lancée. Et c'est vrai que faire le tour du monde, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'en parle beaucoup mieux dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et quand j'ai décidé d'aller faire le tour du monde, je me suis dit, je vais faire des vidéos YouTube de tour du monde. Parce que les vidéos de voyage, de toute façon, c'est toujours ce que j'ai préféré faire. Et je trouve que c'était plus facile de se lancer sur les réseaux avec un vrai sujet plutôt que juste filmer mon quotidien. Même si c'est les vidéos que je préfère regarder, les vidéos du quotidien. Mais je trouve que se filmer en mettant son quotidien sur Internet, c'est un peu se mettre à nu. Alors que me cacher derrière le voyage, c'était pour moi la bonne option. Bref, c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube et sur Instagram en août 2023. Le 5 septembre, je pars pour mon tour du monde, je documente tout sur Instagram, mais je poste des stories tous les jours et des photos de temps en temps. Je poste une vidéo YouTube quand je peux, mais je me mets pas trop la pression par rapport à ça, c'est juste une passion et même si secrètement j'ai envie que ça fonctionne, je fais pas vraiment des choses pour que ça fonctionne parce que je me mets pas spécialement en avant, enfin je crée pas beaucoup de contenu, donc forcément ça ne peut pas exploser comme ça, mais je m'en fiche parce que j'aime créer, de toute façon je le fais pas non plus, j'ai envie que mes vidéos elles soient vues, mais je le fais pas non plus pour devenir la star d'internet quoi. J'ai juste envie de créer une petite communauté, mais au début du voyage vraiment j'y vais tranquille. Et en décembre 2023, on se retrouve à faire un volontariat de 2 semaines en Thaïlande, donc c'était trop bien, on travaillait dans un refuge pour chats, donc le matin on travaillait et toutes les après-midi on avait du temps libre. Et je me suis dit ok, t'as du temps, on va essayer un truc, poste un réel par jour sur Instagram. Et mon but à ce moment-là, en fait, c'est que mon compte Instagram, je l'ai depuis 2013. Et avant, je postais que des photos de ma petite vie, mais vraiment sans essayer de construire une communauté ni quoi que ce soit. Mais j'avais à peu près 1500 abonnés avant de partir, mais des abonnés qui dataient des années en arrière. Et ça fait que finalement, quand je parte en tour du monde, j'avais 1500 abonnés, mais 1500 abonnés très très peu actifs, vu que c'était des abonnés qui me suivaient depuis 2013-2014. Donc en fait... la majorité des gens, j'étais au fond de leurs abonnements, ne voyaient jamais mes stories. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de poster tous les jours pour essayer d'avoir des nouveaux abonnés, de manière à pouvoir enlever les anciens et pas avoir des abonnés fantômes et avoir vraiment une communauté active, quoi. Parce que c'est ça que je voulais, en fait, c'était avoir une communauté, mais une petite communauté, juste pour partager avec les gens mes voyages et discuter. Donc, je me lance là-dedans, je poste un réel par jour. Il se passe pas grand-chose, mes réels font
pas de vues, enfin font 1000 vues, ce qui est bien, mais ce qui était pas plus que d'habitude, etc. Et au bout du 18e jour, j'ai une panne d'inspi, je sais pas quoi poster le soir, j'avais pas beaucoup de temps ce jour-là parce que c'était au moment de Noël. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je recevais beaucoup de messages de personnes qui me demandaient ce que j'avais mis dans mon sac à dos de voyage. C'est une question qui revenait tout le temps. Et en fait, avant de partir en voyage en août, j'avais fait une vidéo pour montrer le contenu de mon sac à dos que j'avais posté sur TikTok, qui avait explosé. Elle avait fait près de 500 000 vues. Pour moi, c'était incroyable parce que c'était une de mes premières vidéos que je postais sur TikTok. Puis finalement, après, j'ai arrêté de poster sur TikTok parce que j'avais beaucoup de mal à être partout. Et cette même vidéo, je l'avais postée sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai fait 1000 vues à l'époque. Donc en fait, à cette période-là, on est le 18e jour de mon challenge et je me dis j'ai rien pour ce soir, tout le monde me demande ce que je mets dans mon sac à dos, pourquoi je ressortirais pas ma vidéo de mon sac à dos? En vrai, elle est prête, il faut juste que je change les titres, parce que les titres que j'avais fait à l'époque me plaisaient plus du tout, et voilà, je la poste. Bon. Donc c'est ce que je fais, je la poste sans grande conviction, et vraiment sans me douter que cette vidéo allait tout changer en fait, parce que cette vidéo a explosé, elle a fait plus de 2 millions de vues, et en une semaine, je suis passée de 1500 à 15 000 abonnés sur Instagram. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai pas trop compris ce qui se passait parce que c'est allé très vite. Et on pourrait se dire que ce qui m'est arrivé, c'est génial. Et en vrai, ça l'est. Je sais que j'ai énormément de chance et qu'il y a plein de créateurs qui rêveraient qu'il leur arrive la même chose. Maintenant, ça a été très soudain, et même si ça peut paraître pas grand-chose, 15 000 abonnés, en fait, ça a amené en moi beaucoup de réflexions que j'avais pas forcément vu venir. En fait, ces 15 000 abonnés, je les ai vraiment vus comme des gens et pas comme un chiffre. En fait, j'étais pas vraiment dans cette course à vouloir un max d'abonnés et tout. Genre, je voulais juste avoir une communauté. Maintenant, les 15 000 d'un coup, une fois de plus, ça peut paraître peu de nos jours où vraiment beaucoup de personnalités publiques ont plus de 100 000 abonnés ou même millions d'abonnés, c'est un chiffre qui est assez répandu, mais pour moi, je me suis dit, ok, là, il y a quand même 15 000 personnes qui te suivent, c'est pas rien, et tu as une sorte d'influence, parce que, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on a de la visibilité sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va montrer, ça va potentiellement influencer des gens, sans le vouloir, simplement parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Même moi, quand je suis sur mon téléphone, il y a quelqu'un qui peut montrer un chemisier, s'il va me plaire, ça va me donner envie de l'acheter. Donc, quelque part, en postant sur les réseaux et en ayant 15 000 personnes qui me regardent, je peux influencer les gens. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment, le mode de vie que tu es en train de vivre, là, d'être en tour du monde, est-ce que vraiment tu as envie d'influencer les gens à le faire? Et c'est là que ça a tout remis en question, parce qu'en fait, je me suis dit, si je me pose ces questions-là, c'est est-ce que moi, je suis vraiment en accord avec ce que je suis en train de faire? Bon, je sais pas si vous comprenez très bien, mais le moteur de tout ça, en fait, ça a été l'écologie. Parce que l'écologie est un sujet qui est au centre de ma vie depuis super longtemps. Et le fait de partir en tour du monde, c'est vraiment le projet où j'avais mis de côté le facteur de l'écologie, dans le sens où je prenais beaucoup l'avion. Enfin, j'avais prévu de beaucoup prendre l'avion, de base, en partant. Parce que c'est vrai qu'à la base, je partais pour un tour du monde d'un an et demi, avec une quinzaine de pays, avec plusieurs continents, donc vraiment avec beaucoup d'avions. Et rien que ça, déjà, je me suis dit, est-ce que vraiment, ça, j'ai envie de le promouvoir? Parce que je le fais à titre personnel, ok, mais est-ce que vraiment j'ai envie que des gens fassent comme moi? Est-ce que vraiment la manière dont je voyage, c'est vraiment celle, en fait, que je recommanderais à des gens? Et la réponse, c'est pas vraiment. Et si je me posais ces questions-là, c'était bien pour une raison, c'était parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas en adéquation avec mon projet. Et ça, voilà, je l'ai eu du coup en décembre, on est parti en septembre. Et en décembre, j'ai eu cette grosse remise en question sur mon projet de tour du monde, parce que je me suis dit, en fait, si t'as pas envie de le montrer aux gens, si t'as limite un peu honte de prendre autant l'avion et de faire autant de choses qui ne rentrent pas dans tes valeurs, c'est qu'en fait, ça te correspond pas du tout. Et du coup, là, ça a tout remis en question ma vie. Et je me suis dit, est-ce que vraiment, en fait, c'est ça que je veux faire? Est-ce que vraiment, je veux faire le tour du monde? Et la réponse a été que non. Et l'écologie n'est pas le seul facteur à ça. Je vous en ai parlé dans ma vidéo J'ai changé à cœur ouvert, mais je disais que ce voyage m'a ouvert les yeux sur mon rapport à la consommation. C'est vrai que je trouve que faire le tour du monde en un an comme je voulais le faire, c'est une sorte de surconsommation, parce que ça dépend des gens, ça dépend du type de voyage, etc. Mais moi, de la manière dont j'avais prévu de le faire, c'est-à-dire globalement en sautant de site touristique en site touristique pendant un an avec des avions, pour moi, c'est une énorme surconsommation, parce que du coup, tu prends pas le temps vraiment de t'imprégner et de vivre les pays que tu traverses.
mais juste tu voyages pour voir les choses. Et c'est là que je me suis dit, mais moi je voyage pas pour voir les choses, je voyage pour les vivre, je voyage pour rencontrer les locaux et pas forcément pour voir la beauté des sites touristiques ou la beauté des paysages, même si c'est un plus, mais ça n'a jamais été mon moteur. En fait, cette crise identitaire, elle m'a pas vraiment fait me questionner sur qui j'étais parce que ça, je crois que je l'ai toujours su. J'ai toujours su pourquoi je partais. Et la vérité, si je partais, c'était pas pour voir des sites touristiques, c'était pas pour faire beaucoup de visites, c'était pas pour voir le monde, c'était pour vivre des cultures, c'était pour vivre une expérience. C'est toujours pour ça que je suis partie. Mais dans mon contenu, c'est pas ce que je montrais. Dans mon contenu, je montrais des lieux insolites. Déjà, ça me posait beaucoup de problèmes. Parce que je me suis dit, bah ok, ce lieu, il est pas touristique, mais si je le montre, il va le devenir. Donc c'est cool, ça fait des vues. Mais est-ce que vraiment c'est cet impact-là que j'ai envie d'avoir sur la planète, de rendre des lieux préservés super médiatisés? Parce que si j'y vais, peut-être que ça va entraîner que d'autres vont y aller, que d'autres vont en parler, et que du coup ça va devenir un truc hyper connu, alors que maintenant c'est préservé. Donc ça déjà je me suis dit, bah ok, présenter des lieux insolites, j'aime pas trop le faire. Le genre de contenu qui disait waouh, je suis en tour du monde, ça a changé ma vie, c'était la meilleure décision. Oui, c'est bien, mais le truc c'est que ça m'a pas apporté que du bonheur le voyage et ça m'a mis beaucoup de temps à trouver ma place dans le voyage. En fait, je me suis dit tout ça c'est des sujets intéressants que je pourrais aborder. Mais au-delà de ça, je crois que ça m'a même fait réfléchir en fait. Ça m'a vraiment ce passage-là, cette crise identitaire, m'a fait me demander si est-ce que ce que je publiais c'était en accord avec moi et du coup ça m'a fait me questionner profondément sur moi, sur qu'est-ce que je ressentais vraiment, sur qu'est-ce que je pensais vraiment de tout ce que j'étais en train de faire. Et du coup, c'est devenu vraiment un chaos dans ma tête où j'ai passé des semaines, des jours à me questionner sur ce que je voulais. En gros, tout ce passage-là, à partir du moment où j'ai mis des abonnés, je me suis vraiment demandé qui j'étais. Et en fait, j'ai remis en question toute ma vie parce que c'est là que j'ai décidé d'abandonner mon tour du monde, parce que ça me correspondait pas. C'est là que j'ai décidé de limiter mes trajets en avion parce que je voulais pas exposer ça. Et c'est là que j'ai commencé à parler de ce que je ressentais vraiment. Et du coup, ça m'a forcé à toujours faire de l'introspection sur moi. Et c'est pas toujours facile. Même si pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai pu apprendre à faire en voyage, c'est faire de l'introspection sur moi. C'est pas toujours facile de le faire, surtout au début. Et du coup, c'est vrai que ça a été une période assez difficile. J'étais un peu perdue par rapport à mes projets de voyage, par rapport à qui j'étais vraiment au fond de moi, et par rapport au contenu que je voulais créer finalement. Parce qu'en fait, je crois que le problème des réseaux sociaux, c'est que on voit tout le temps la même chose, beaucoup. Et moi, en tant que créatrice, je ne me suis pas forcément demandé à quelle nouveauté je voulais apporter. J'ai tout simplement fait ce que faisaient les autres, parce que je trouvais ça plus simple. Et en fait, je me suis complètement perdue dans un contenu qui ne me ressemblait pas, parce que j'avais peur de publier du contenu qui me ressemblait vraiment, parce que comme je vous disais, j'avais peur d'être jugée là-dessus. Du coup, je faisais un peu le même contenu que les autres, et je dis pas que le contenu des autres est pas bien, pas du tout, mais juste, je me bridais créativement parlant pour faire ce qui collait un peu à la norme des réseaux. Et du coup, ça m'a empêché aussi créativement de me développer et de savoir vraiment ce qui j'étais créativement parlant. Après cette période qui a été assez difficile, j'ai essayé de prendre du recul et je me suis dit, place-toi du côté consommateur. Et du coup, j'ai analysé un peu l'impact que pouvait avoir Instagram, du coup, sur nous, les personnes qui consommons la plateforme. Je trouve que globalement sur Instagram on trouve beaucoup de rêves. C'est un peu ce que veut la plateforme, et même si c'est de moins en moins le cas aujourd'hui et qu'il y a de plus en plus de créateurs qui montrent leur vraie vie et qui parlent de comment ils se sentent vraiment, il y a quand même beaucoup de rêves sur Instagram. Et même si indirectement c'est un peu ce que j'essayais de faire parce que je ne parlais pas vraiment de ce qui n'allait pas, parce que je m'en sentais pas légitime, mais n'empêche que du coup je ne faisais pas forcément percevoir tout ce que je ressentais. Je me suis dit que j'étais en train de contribuer à cet Instagram de rêve et que personnellement, c'est cet Instagram de rêve qui m'a longtemps fait me sentir mal. Parce que je trouve qu'Instagram a vraiment ce truc de... en fait, sur Instagram, tu montres ta vie et généralement, tu montres les bons aspects de ta vie. Et du coup, en tant que consommateur, tu as toujours tendance à comparer ta vie à celle de ceux que tu regardes sur les réseaux, qui souvent, en fait, ça représente une petite partie de leur vie. La face la plus belle. Et en fait, je me suis dit que je voulais pas forcément contribuer à ça, parce que moi-même, j'avais pu être très impactée par ça pendant des années, par rapport à toute la beauté qu'on peut voir en fait sur Instagram. Par exemple, moi, je vais le transposer dans le monde du voyage, mais j'ai souvent vu des gens partir en voyage, etc. Et du coup, je me suis souvent
senti un peu nul de pas le faire, etc. Alors qu'en fait, je savais que je partirais en voyage, parce que c'est quelque chose que je voulais profondément, mais ça m'a longtemps fait me sentir un peu nulle de pas encore avoir sauté le pas, et j'avais pas envie qu'il y ait des gens qui se sentent comme ça en regardant mes vidéos. Je voulais vraiment montrer que partir, ça avait été un processus qui avait été long, et que ça s'était pas fait du jour au lendemain, et que c'est pas parce que j'étais en train de vivre mon rêve que c'était tous les jours simple, parce que ça, je pense aussi que c'est très important d'en parler. Mais au-delà du fait que on peut comparer sa vie à ceux qu'on voit sur les réseaux, y a autre chose que je trouve qui est un peu problématique avec Instagram, et qui, du coup, je m'en suis rendu compte cette année, c'est que je trouve qu'Instagram peut... Comment je vais dire ça ? Je trouve qu'Instagram peut empêcher de se questionner sur ce qu'on veut profondément. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire que j'ai toujours su que je voulais voyager, depuis très jeune, et directement sur les réseaux et sur Instagram, je voyais des gens faire le tour du monde. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux faire ça. Sans me questionner si vraiment c'était le mode de voyage qui me correspondait. Juste, c'est ce qu'on montre beaucoup sur Insta, donc vas-y, je vais le faire. Et je trouve que c'est ça pour beaucoup, en fait, de choses. Là, je parle du voyage, mais ça peut être transposable à plein de choses, en fait. Et je trouve que, en fait, on peut vite être happé par ce qu'on voit et pas aller se demander profondément ce qu'on veut, mais juste vouloir faire quelque chose ou vouloir quelque chose parce qu'on a vu sur Instagram. Et je sais que si j'étais pas autant aspirée par Instagram avant de partir, je serais jamais partie faire le tour du monde à proprement parler. Je serais partie voyager, mais j'aurais pas eu cette pression, même si c'est pas vraiment une pression, mais j'aurais pas eu vraiment cette volonté de absolument faire le tour du monde. Parce que finalement, je me suis rendu compte que si je voulais faire le tour du monde, c'était juste parce que je trouvais ça stylé de dire que j'avais fait le tour du monde, mais profondément, oui, j'ai envie de voyager, oui, j'ai envie de faire beaucoup de pays, oui, j'ai envie de m'imprégner dans plein de cultures différentes. Et oui, quelque part, c'est faire le tour du monde que j'ai envie de faire. Mais maintenant, faire le tour du monde en 1 an et tout, si j'ai voulu faire ça, c'est juste parce que je trouvais ça stylé, que je l'ai vu sur Instagram, mais je me suis jamais demandé profondément si c'est ce que je voulais. Et ça, je trouve que c'est souvent le cas. J'ai remarqué un truc cette année, j'appelle ça le syndrome de la bucket list. Le syndrome de la bucket list, c'est quoi ? C'est on voit un truc sur Instagram qu'on trouve cool, par exemple aller voir des dauphins, nager avec des dauphins par exemple, ou faire de l'hélicoptère par exemple. Et tu te dis, waouh, ça a l'air trop bien, c'est mon rêve. Et du coup, tu le mets dans ta bucket list et t'as une liste longue comme le bras de choses que t'as envie de faire, de choses que tu définisses comme ton rêve. Je prends l'exemple du rêve parce que moi je le dis tout le temps. En voyage, je me suis rendu compte que tout le temps, dès qu'il y a un truc à faire, par exemple, typiquement nager avec des dauphins, ah ouais, ça c'est trop mon rêve. Bon, aux dernières nouvelles, je suis pas fanatique de dauphins, ça n'a jamais été mon rêve le plus profond de nager avec des dauphins. C'est vrai que c'est cool, mais si je l'avais pas vu sur Instagram 50 000 fois dans des réels qui vont du rêve, j'aurais jamais eu envie de le faire. Ou peut-être que si, parce que c'est toujours cool de te dire tu vas nager avec des dauphins, mais à force de le voir tout le temps, t'as de plus en plus envie de le faire parce que tu le vois chez les autres. Et du coup, je trouve qu'on en oublie de se questionner sur l'impact que ces actes-là peuvent avoir. Par exemple, je vais donner des exemples concrets de rêves. Ceux que j'ai réalisés en voyage, par exemple, de rêves qui étaient sur ma bucket list et qui pour moi sont des rêves implantés par Instagram, c'est nager avec des dauphins à Bali ou relâcher un bébé tortue à Bali. C'est deux choses que je disais que c'était mes rêves, mais en réalité, je les avais vus sur Instagram il y a longtemps et depuis, c'était des choses que j'avais envie de faire. Maintenant, de là à dire que c'est mon rêve, c'est peut-être un petit peu fort. Et du coup, ces deux choses-là, je les ai faites. Et après coup, je me suis rendu compte que ça avait un impact assez néfaste en fait sur les animaux. Nager avec les dauphins à Bali, effectivement, c'était absolument catastrophique. Mais ça, je le savais avant d'y aller. Je voulais juste vérifier comment c'était pour pouvoir justement le dénoncer sur mes réseaux. Mais effectivement, voilà, c'est une activité où tout le monde fonce sur les dauphins. Il n'y a aucun respect de l'animal. Et concernant les bébés tortues, alors si vous ne connaissez pas le principe, il y a beaucoup de centres autour du monde qui s'occupent de récupérer les œufs de tortues pour les mettre en incubation pour pas qu'ils se fassent manger par des rapaces ou piétiner dessus par des humains ou même voler parce que les tortues sont vraiment victimes de braconnage. Donc les œufs sont récupérés et ensuite les bébés tortues sont relâchés. Le truc, c'est que cette activité a beaucoup été exposée sur les réseaux sociaux et moi c'est comme ça que j'ai eu envie de le faire. Et du coup, beaucoup de gens veulent le faire, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui mettent ça sur leur bucket list. Sauf qu'en fait, j'ai appris que c'était pas si bien que ça, ces centres-là. Alors, c'est bien de vouloir sauver les bébés tortues et qu'il y ait des centres pour les sauver, ça c'est super. Le problème, c'est que du coup, vu que maintenant il y a la demande pour relâcher des bébés tortues, il y a plein de centres qui s'installent, qui n'y connaissent finalement pas grand-chose en tortues et qui font principalement ça
pour faire de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé à Bali. En fait, je suis allée dans un centre où, globalement, après en me renseignant, en parlant avec une vétérinaire qui bossait dans une autre clinique, etc., j'ai appris que le centre dans lequel j'étais allée, ils connaissaient pas grand-chose en tortue, faisaient plein de choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour eux. Chaque personne venait tous les jours relâcher ses bébés tortues. Tu payes 5 € par tortue. Ils se font de l'argent avec ça, en fait. Et du coup, tout ça pour dire que le syndrome de la bucket list, je trouve que ça nous inculque des rêves sans vraiment se questionner sur l'impact que ça peut avoir et sur vraiment se questionner si c'est ce qu'on veut profondément au fond de nous. Donc voilà, après avoir analysé l'impact que pouvaient avoir les réseaux, j'en ai conclu que l'impact sur l'environnement pouvait être assez néfaste et sur la santé mentale aussi finalement, parce que du coup on peut être très amené à comparer notre vie à celle des autres et à ne pas réfléchir sur ce qu'on veut profondément. Et ça, c'est un truc auquel j'ai pas voulu contribuer. Du coup, ça m'a forcé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et ça m'a forcé, du coup, à vraiment être moi-même et à m'affirmer davantage. Et je pense que c'est là que mon contenu a commencé à mieux fonctionner et que c'est là que j'ai commencé vraiment à me sentir beaucoup mieux dans ce que je faisais, dans ce que je proposais. Instagram a en quelque sorte ruiné mon année parce que du coup j'en ai pas profité pleinement, j'ai passé mon temps à me remettre en question sur mes projets, sur ce que je voulais faire, à chercher en fait à être en parfaite adéquation entre moi, l'image que je renvoyais sur les réseaux et mes projets. En fait, ça va au-delà des réseaux, c'est et mes projets parce qu'en fait j'ai remis en question absolument toute ma vie cette année. Donc Instagram m'a mis une difficulté sur cet aspect-là, parce que je pense que si j'avais pas eu ce pic d'abonnés-là, je me serais peut-être même pas posé ces questions-là, ou en tout cas pas aussi rapidement. Mais en fait, je remercierai jamais assez je remercierai jamais assez ces 15 000 personnes qui sont arrivées en une semaine sur mon compte, parce que, en fait, heureusement que j'ai pris ces prises de conscience-là, sinon peut-être que j'irais dans une direction totalement opposée à celle que je veux profondément. Et en fait, je trouve ça fou que j'ai eu besoin de ça pour me questionner sur ce que je voulais vraiment au fond. Maintenant, je pense qu'aussi c'est l'essence même du voyage, que l'essence même du voyage, c'est de partir pour se découvrir. Moi, c'est Instagram qui a été le déclic pour réfléchir à ce que je voulais. Ça serait sans doute arrivé d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, Instagram m'a quand même vachement mis sur ce chemin-là. De toute façon, Instagram, moi, je trouve que c'est quand même un outil, et les réseaux sociaux en général, qui est exceptionnel. Et je le dis tout le temps que je suis née à la bonne époque, parce que sans les réseaux sociaux, clairement, j'aurais pas l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. Je pense pas que je serais renseignée sur autant de sujets qui m'intéressent, parce que je trouve que les réseaux donnent accès à un panel d'informations qui sont assez impressionnants. On peut avoir accès à des points de vue de certaines personnes. Moi, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, et je trouve que ça me fait beaucoup grandir, parce que le fait de m'inspirer des autres, en fait, pour essayer de construire la personne que je suis, je trouve que c'est hyper intéressant, et qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on aborde vraiment des sujets qu'on n'abordait pas forcément à l'époque, notamment à la télé, etc. On parle vraiment de beaucoup de choses, et je trouve que c'est vraiment des outils qui sont extraordinaires. Maintenant, je pense que c'est des outils qui peuvent être dangereux pour la santé mentale, qui peuvent être dangereux pour l'environnement, et que c'est très important de consommer ces outils-là avec beaucoup de recul, de se dire qu'Instagram c'est pas la vraie vie, et de prendre vraiment du recul là-dessus. Et finalement, c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire cette année. Cette année, j'ai réussi à me détacher de cette consommation malsaine d'Instagram, de scroller pour scroller et de regarder du contenu qui ne nous élève pas. Moi, je trouve ça hyper important de sélectionner les personnes à qui on est abonné sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que cette année, j'ai fait un énorme tri. Non pas que je n'aime pas les personnes de qui je me suis désabonnée, mais simplement que pour moi, leur contenu ne m'élève pas, ou que ce n'est pas le contenu que j'ai envie de voir. Et je trouve qu'il n'y a aucun mal à faire ça, et c'est même quelque chose que j'encourage vraiment à faire. Je trouve que vraiment, Instagram, ça peut être un moyen extraordinaire de s'ouvrir l'esprit, d'avoir accès à plein de choses, mais ça peut aussi être un moyen de se faire beaucoup de mal, en fait. Du coup, je pense que c'est hyper important de bien le consommer. Et en tout cas, j'espère que mon contenu aujourd'hui permet à des gens de se sentir bien, permet à des gens de se sentir peut-être motivés pour réaliser leur projet, quel qu'il soit, et surtout... je veux pas cacher à Instagram que la vie, elle est pas facile pour tout le monde, en fait. Même si t'es en train de réaliser ton rêve, même si t'es en train de voyager. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est ok de le dire, et c'est ok d'en parler, et voilà. Bon, je crois que cet épisode était un peu brouillon, je me suis un peu espacée dans tous les sens, mais j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu
de ce que j'avais vécu cette année. Donc j'espère que ça vous aura plu et surtout je voudrais vous dire merci du plus profond de mon cœur à tous ceux qui m'ont rejoint du coup sur Instagram et ici sur cette chaîne YouTube, parce qu'en fait sans vous j'aurais jamais eu toutes ces remises en question là. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous fait du bien. N'hésitez pas à vous désabonner si vous pensez qu'elle ne vous fait pas du bien. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, 18h, mercredi, c'était pas français, mercredi 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous.